Je m'appelle Bellet. J'ai 28 ans. Et la nuit où mon entreprise a célébré ma percée dans l'intelligence artificielle a été le moment exact où j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais vraiment aimé. Je me tenais sur la scène du Palais des Congrès de Nashville, à l'écoute des applaudissements de centaines de cadres du secteur technologique. Mais mes yeux étaient fixés sur le premier rang. Les sièges VIP réservés à mes parents et à ma sœur étaient complètement vides. Ils n'avaient pas seulement manqué la plus grande étape de ma carrière. Ils l'avaient activement boycotté. Des heures plus tôt, ils avaient rejeté mon invitation officielle pour aller dîner au Continental, un restaurant haut de gamme, afin de célébrer ma sœur à la place. Leurs derniers mots résonnaient encore à mes oreilles. Nous ne nous afficherons jamais là-bas avec toi. Cela ferait honte à toute la famille. Tu es là. Honte de la famille. Mais ils ne savaient pas que j'avais invité quelqu'un d'autre pour occuper cette chaise vide. Ma tante. Et ils ne savaient certainement pas que notre PDG s'apprêtait à annoncer une récompense massive qui allait changer une vie en direct à la télévision. Non pas pour moi, mais pour la personne assise sur ce siège familial exact. À peine une heure après la fin de la diffusion, l'écran de mon téléphone s'est allumé dans l'habitacle sombre de ma voiture. 49 appels manqués de mes parents, des dizaines de messages paniqués me suppliant de répondre. Puis est venu le regret. Si vous avez déjà dû protéger votre paix face à une famille toxique, vous savez que parfois, la meilleure réponse est le silence absolu. Abonnez-vous à la chaîne pour écouter toute mon histoire et laissez-moi vous montrer exactement comment j'ai géré leur trahison. Au cours des 5 dernières années, mon bureau est pratiquement devenu ma résidence permanente. J'ai troqué une vie normale contre un poste d'ingénieur logiciel au sein de l'entreprise. J'ai passé des centaines de nuits à dormir sur un étroit canapé en tissu dans la salle de pause, en utilisant mon manteau d'hiver comme couverture. Je gardais des piles de soupe en conserve dans le tiroir de mon bureau. Je mangeais mes repas froids en fixant mes 2 écrans, refusant de prendre de vraies pauses déjeuner. Je suis resté au bureau pendant 5 fêtes de Noël consécutives alors que le reste du bâtiment était vide. J'ai travaillé pendant chacun de mes anniversaires, sans gâteau, sans cadeau ni célébration. Je me concentrais uniquement sur la compilation et le débogage du code source de l'IA. J'avais besoin que le projet réussisse. Le bourdonnement des serveurs était le seul son que j'entendais la plupart des nuits. Pendant ces années d'épuisement, mon téléphone sonnait fréquemment. Mon père, Scott, et ma mère, Karen, n'appelaient pas pour prendre des nouvelles de ma santé ou de mon travail. Ils appelaient pour me dicter des instructions financières. Ils exigeaient que je transfère de grands pourcentages de mon salaire mensuel directement sur leur compte bancaire. Ils utilisaient mes gains pour payer le loyer d'un appartement de luxe en centre-ville pour ma sœur, Madison. Ils me forçaient également à couvrir les cotisations mensuelles du club social très fermé de Madison. Ils traitaient mon compte bancaire comme un fonds communautaire pour son mode de vie. J'envoyais l'argent parce que je croyais que cela me vaudrait leur approbation. La situation a atteint un point de rupture un mardi après-midi, pendant ma phase de test finale. J'ai vérifié mon solde bancaire et j'ai vu qu'il était presque vide. J'ai refusé d'envoyer les $2000 qu'ils me demandaient pour le prochain gala du club de Madison, en expliquant que je devais payer mon propre loyer. Mes parents m'ont appelé immédiatement, furieux de mon insolence. Tu dois virer cet argent tout de suite. Madison a une réputation publique à tenir, a ordonné mon père via le haut-parleur. Je ne peux pas l'envoyer. J'ai mes propres factures et mon compte est presque à sec. Ai-je répondu. Ma mère lui a pris le téléphone. Ton travail est totalement invisible. Tu es assise dans une arrière-salle à taper du code sec. Ennuyeux toute la journée. Personne ne te voit. Madison travaille dans les relations publiques. Elle côtoie des gens importants. Elle a besoin d'avoir l'air de réussir pour progresser. Tu n'as pas besoin d'argent pour les apparences. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Ils ont prouvé leur favoritisme extrême moins d'1 mois plus tard.
Je l'ai appris par une publication sur les réseaux sociaux. Madison a publié une photo où elle tenait les clés d'une voiture de sport neuve. Mes parents se tenaient à côté d'elle, souriant fièrement. J'ai appris qu'ils avaient vendu leur seul véhicule fiable, une vieille camionnette. Ils étaient allés à la banque et avaient signé des papiers pour un prêt personnel à taux élevés. Ils avaient combiné l'argent de la camionnette et du prêt bancaire pour acheter ce véhicule-là. Madison. Ils avaient fait cela simplement pour qu'elle puisse maintenir une image de richesse auprès de son cercle social. J'ai passé tout cet hiver-là à marcher jusqu'à l'arrêt de bus sous une pluie glaciale. Madison roulait en ville dans un véhicule financé par les dettes de mes parents et mes fiches de paie précédentes. C'est à ce moment précis que j'ai accepté la réalité. Je n'étais rien de plus qu'un outil financier pour ma famille. J'ai refusé de jouer ce rôle plus longtemps. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai transféré chaque dollar sur un nouveau compte d'épargne personnel verrouillé. J'ai retiré leur nom de la liste d'accès. J'ai annulé les virements automatiques récurrents destinés aux propriétaires de Madison. J'ai complètement coupé tout soutien financier à ma famille. Lorsque les messages de colère ont commencé à inonder mon téléphone pour exiger des explications, j'ai éteint l'appareil. Je l'ai posé face contre table sur mon bureau. J'ai redirigé la moindre parcelle de ma frustration et de ma colère dans ma programmation. Je me suis assise sur ma chaise de bureau 18 heures par jour. J'ai écrit des milliers de lignes de code. J'ai exécuté les diagnostics du système encore et encore. J'ai corrigé les erreurs de logique, éliminant chaque bug possible dans l'architecture du système. J'ai vu l'IA traiter les données plus rapidement que n'importe quel modèle précédent sur le marché. J'ai cessé d'attendre que mes parents valident ma valeur. J'ai décidé d'utiliser le succès de ce projet d'IA pour forcer l'entreprise à reconnaître ma valeur indépendante. J'ai finalisé la version du logiciel. Appuyez sur le bouton de soumission et envoyez le projet terminé directement au conseil d'administration, sachant que je venais de sécuriser mon avenir. 4 jours avant la cérémonie de reconnaissance de l'entreprise, j'ai conduit jusqu'à la maison de banlieue où vivaient mes parents. Je tenais une enveloppe lourde et épaisse dans ma main droite. C'était l'invitation officielle du conseil d'administration. Je me suis garé dans l'allée, j'ai gravi les marches en béton et j'ai ouvert la porte d'entrée. Scott et Karen étaient assis dans le salon et regardaient la télévision. Je suis allé directement au centre de la pièce. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse en verre devant eux. Le papier épais arborait le logo gaufré de l'entreprise en encre argentée. Il précisait clairement le code vestimentaire formel requis. Il contenait également 2 billets imprimés pour la section VIP du premier rang, réservé spécifiquement à la famille immédiate du récipiendaire. Je me suis tenu là et j'ai expliqué que l'entreprise reconnaissait officiellement l'architecture d'IA que j'avais construite. Je leur ai dit que cet événement représentait le sommet de ma carrière professionnelle et que je voulais qu'ils s'asseyent dans ces sièges pour être témoins de ma réussite. Scott s'est penché en avant et a ramassé l'enveloppe. Il a fait glisser l'invitation, a jeté un coup d'œil au texte argenté pendant moins de 3 secondes et l'a rejeté sur la table en verre. Le papier a glissé sur la surface lisse et s'est arrêté près du bord. Il ne m'a pas félicité. Il n'a posé aucune question sur le prix. Au lieu de cela, il a secoué la tête et a laissé échapper un court rire méprisant. Il a croisé les bras et s'est rassis dans son fauteuil. Il a déclaré qu'il n'avait absolument aucune intention de gâcher sa précieuse soirée assis dans un auditorium bondé. Il a affirmé qu'il ne passerait pas des heures à écouter des discours technologiques ennuyeux que personne ne comprenait ni ne souciait. Il a qualifié tout l'événement d'entreprise de perte de temps inutile. Karen a immédiatement approuvé ses propos. Elle n'a même pas pris la peine de regarder l'invitation sur la table. Elle gardait les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Elle a parlé d'un ton totalement froid et détaché. Elle m'a informé que leur emploi du temps pour cette soirée précise était déjà complet. Elle a déclaré qu'ils avaient réussi à obtenir une réservation de dîner très exclusive au Continental, l'un des restaurants les plus chers et les plus prestigieux du centre-ville de Nashville.
Je lui ai demandé pourquoi ils avaient besoin d'une réservation au restaurant la nuit même de ma cérémonie. Elle a répondu sans aucune hésitation. Elle a expliqué que Madison venait d'acheter avec succès une collection de maquillage de designer en édition limitée extrêmement exclusive. Karen a affirmé que le nouvel achat cosmétique de Madison élevait son statut social et qu'il devait célébrer cette amélioration de son mode de vie dans un établissement haut de gamme. Ils ont choisi d'honorer un achat de maquillage plutôt que mes 5 années de travail d'ingénierie. Je les ai regardés, assimilant l'absurdité absolue de sa déclaration. Avant que je ne puisse dire un mot de plus, Karen a ancré ses yeux dans les miens. Son expression s'est durcie dans un dégoût pur. Elle a levé la voix, portant le coup de grâce à notre relation. Nous avons déjà réservé une table au Continental. Nous ne serons jamais à tes côtés. Tu es là. Honte de la famille, a-t-elle tranché. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'ai regardé l'invitation VIP qui reposait sur le bord de la table en verre. J'ai regardé Scott, qui s'est contenté de retourner à son émission de télévision. Puis j'ai regardé Karen. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas disputé. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai pas laissé une seule larme couler de mes yeux. La colère et le besoin désespéré de leur approbation ont complètement disparu. Remplacés par une prise de conscience froide et solide. Je savais exactement ce que je devais faire. Allez-y et profitez de votre dîner. Je ne dérangerai plus jamais cette famille. Ai-je répondu fermement. Je leur ai immédiatement tourné le dos. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai marché droit dans le couloir, mes pas résonnant sur le parquet. J'ai atteint la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans l'air frais du soir. J'ai tiré la porte derrière moi en m'assurant qu'elle se verrouillait bien. J'ai descendu l'allée jusqu'à ma voiture garée. J'ai ouvert la portière. Je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le moteur a rugi. J'ai passé la vitesse et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai quitté ce quartier résidentiel sans regarder dans le rétroviseur. J'ai officiellement effacé chaque attente que j'avais envers ma famille biologique. J'ai accepté le fait que j'étais complètement seul. 3 jours avant l'événement d'entreprise. Je suis entré dans un café calme du centre-ville de Nashville. Je suis allé directement vers une table d'angle et je me suis assise en face de ma meilleure amie. Harper. J'ai posé le billet VIP bordé d'argent sur la surface en bois entre nous. J'avais besoin d'une solution concrète pour le siège familial vide au premier rang. Je refusais catégoriquement que la direction de l'entreprise voie une chaise vacante à côté de mon nom pendant la diffusion en direct. Je lui ai expliqué la situation très brièvement. Harper a écouté mes paroles attentivement, mais elle ne m'a offert aucune pitié inutile. Elle n'a pas débité de mots de réconfort creux. Elle savait que je ne voulais pas de sympathie. J'avais juste besoin d'un plan pratique. Harper a immédiatement ouvert son ordinateur portable et l'a posé sur la table. Elle s'est connectée au réseau sans fil et a commencé à taper. Elle a déclaré fermement que nous devions inviter quelqu'un qui méritait réellement de s'asseoir sur ce siège VIP spécifique. Elle a ouvert un site de voyage et a commencé à chercher les horaires des vols arrivants. En même temps, elle a ouvert un deuxième onglet pour regarder des robes de soirée formelles. Elle comprenait que le code vestimentaire exigeait une tenue de soirée stricte pour tous les invités. Du premier rang. Elle a navigué sur un service de location de vêtements haut de gamme. Elle a sélectionné une robe bleu foncé classique et élégante. Elle a vérifié les mesures. A entré les informations de sa propre carte de crédit et a réservé la robe pour une livraison le lendemain. Harper a géré efficacement toutes les logistiques compliquées pendant que je cherchais la bonne personne à appeler. Nous avons finalisé tout le plan de préparation en 20 minutes. Plus tard ce même après-midi, je suis rentré à mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai fait défiler ma liste de contacts. Je m'arrêtais et composais le numéro de ma tante Donna. C'était une bibliothécaire à la retraite. Elle menait une vie paisible, complètement détachée des dynamiques toxiques de ma famille proche.
Elle était aussi la seule parente qui avait fait preuve d'une véritable préoccupation constante pour mon bien-être physique. Pendant mes phases de codage les plus épuisantes. Quand je passais des nuits consécutives à dormir sur le canapé du bureau. Donna m'envoyait constamment des colis directement au service courrier de l'entreprise. Elle m'envoyait des pâtisseries maison, des collations saines et des mots écrits à la main. Elle n'a jamais demandé un seul dollar. Elle n'a jamais rien exigé en échange de sa gentillesse. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne me réponde. Sa voix semblait chaleureuse au téléphone. Je suis allé droit au but sans hésitation. J'ai expliqué que j'avais un billet VIP exclusif pour une grande cérémonie de reconnaissance d'entreprise. Je lui ai dit que l'événement avait lieu dans quelques jours à Nashville. Je lui ai demandé si elle accepterait de traverser le pays pour assister à la cérémonie en tant qu'invité officiel de ma famille. Peu importe la taille de l'événement. Je veux juste être là pour te soutenir. A répondu Donna immédiatement et sans aucune hésitation. J'ai ressenti un soulagement immense en entendant sa voix posée. Merci. Harper a déjà réservé le vol et préparé une robe pour toi, ai-je dit. Je lui ai transmis les détails de la confirmation de vol directement sur son adresse e-mail. Le lendemain matin, j'ai conduit ma voiture jusqu'à l'aéroport international de Nashville. Je me suis tenu près de la porte des arrivées et j'ai regardé les passagers franchir les portes coulissantes en verre. Donna est entrée dans le terminal en tirant une petite valise usée. Elle s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras. Nous avons marché jusqu'au parking. Chargé ses bagages dans le coffre et sommes retournés à mon appartement. Harper est arrivée 1 heure plus tard en portant une grande housse à vêtements. Elle l'a ouverte et a sorti la robe de soirée bleu foncé qu'elle avait réservée la veille. Donna l'a essayée dans la chambre d'amis. La coupe était absolument parfaite. Nous avons passé le reste de l'après-midi à finaliser les préparatifs de l'événement. Nous avons organisé le planning de transport en voiture pour le lendemain soir. Nous avons revu le déroulement strict de la cérémonie. Assise dans mon salon avec Harper et Donna. J'ai observé le soutien calme et constant qu'elle m'offrait. Personne ne réclamait mon argent. Personne ne se plaignait des choix de restaurant. Donna me posait des questions précises sur mon projet d'IA. Elle écoutait attentivement mes réponses. Sa présence simple et sincère a complètement comblé le vide massif laissé par mes parents et Madison. Je me sentais enfin prête pour la cérémonie. À 19h. Les portes principales du plus grand auditorium du Palais des Congrès de Nashville se sont enfin fermées. Des milliers de cadres de la tech, de leaders de l'industrie et de représentants des médias remplissaient les sièges. Les lumières se sont tamisées, signalant le début de la diffusion en direct. Notre PDG, Pierce, a traversé la scène avec assurance. Il s'est approché du pupitre, a ajusté le micro et a regardé la foule immense. Il n'a pas perdu de temps en longues introductions inutiles. Il voulait aller droit au fait. Il a immédiatement commencé à parler du récent redressement financier de l'entreprise. Pierce a détaillé comment l'entreprise avait fait face à une grave crise économique tout juste 12 mois plus tôt. Il a ensuite expliqué comment un seul projet d'ingénierie logicielle avait complètement changé la trajectoire de la société. Il a pointé du doigt le premier rang. Il a annoncé mon nom à l'assistance, créditant officiellement mon algorithme d'intelligence artificielle pour avoir sauvé l'entreprise de la faillite. Le public a éclaté en applaudissements nourris. Je me suis levé de mon siège VIP, j'ai salué la foule et je me suis rassise à côté de Donna. Pierce a levé la main pour ramener le calme dans la salle. Il a déclaré que reconnaître la réussite technique d'une employée ne suffisait pas. Il a expliqué que le conseil d'administration s'était réuni en privé plus tôt dans la semaine. Au cours de cette réunion, ils avaient décidé d'établir une toute nouvelle initiative d'entreprise. Pierce a annoncé le lancement officiel du Trust du patrimoine des employés. Il a expliqué les paramètres stricts de cette nouvelle fondation. Nous avons créé ce trust pour honorer le système de soutien invisible derrière nos employés les plus précieux, a annoncé Pierce au micro.
Il a souligné que la brillante réussite technique exige d'immenses sacrifices personnels et que les personnes qui soutiennent discrètement ces sacrifices méritent leur propre reconnaissance. Pierce a marqué une pause, laissant le poids de ses mots planer sur l'auditorium. Il a ouvert un dossier en cuir noir posé sur le pupitre. Il s'est penché vers le micro et a officiellement annoncé que Donna était la première récipiendaire du prix de la Fondation. Ma tante s'est figée sur son siège. Elle a arrêté de respirer pendant une seconde, totalement incapable d'assimiler l'annonce. Les cadres des caméras de télévision ont immédiatement pivoté leur équipement. Un projecteur d'une lumière blanche éclatante a balayé l'auditorium et s'est braqué directement sur notre section. Donna fixait la scène, sous le choc le plus total. Je me suis penché, j'ai pris sa main et je l'ai doucement aidé à se lever. Les écrans géants au-dessus de la scène projetaient son visage à toute la salle. Elle restait immobile, regardant les milliers d'élites de l'industrie qui l'applaudissaient. Un représentant de l'entreprise a rejoint Pierce sur scène, tenant un lourd certificat encadré. Pierce a repris la parole dans le micro, détaillant le contenu exact de la récompense du trust. Nous accordons formellement à Donna le droit d'usage et d'occupation permanent à vie de la propriété de vacances de luxe du trust, a déclaré clairement Pierce. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à lire directement le document juridique officiel. Le trust incluait également un voyage en Europe entièrement financé en première classe. Enfin, Pierce a annoncé qu'il lui offrait un abonnement à vie à un club de golf et country club exclusif. La valeur financière de cette récompense globale était absolument vertigineuse. Tout ce package appartenait uniquement à une bibliothécaire à la retraite qui avait simplement eu la gentillesse de m'envoyer à manger pendant mes jours les plus sombres. J'ai guidé Donna vers l'allée centrale. Elle a marché lentement sur le tapis et a gravi le court escalier menant à la scène. Les applaudissements sont devenus encore plus forts. Des larmes coulaient sur son visage pendant que Pierce lui serrait fermement la main. Il lui a remis le certificat encadré. Elle s'est tenue devant les appareils photo crépitants, serrant le lourd cadre contre sa poitrine. Elle semblait submergée par tant de générosité. Je suis resté debout à ma place au premier rang, en applaudissant fort. Je ne ressentais aucun regret quant à ma décision. Je ressentais un calme profond et constant m'envahir. J'ai regardé les caméras de télévision retransmettre le sourire ému de Donna aux téléspectateurs du pays entier. L'événement était diffusé en direct sur plusieurs grands réseaux d'actualité technologique. Je savais avec une certitude absolue que Scott, Karen et Madison étaient actuellement assis au Continental. Je savais qu'ils tenaient leur téléphone ou fixaient un écran dans le restaurant. Je réalisais qu'ils regardaient ma tante recevoir exactement le mode de vie luxueux qu'il avait exigé de moi avec violence pendant des années. La fondation venait d'offrir à Donna le prix ultime, prouvant à des milliers de personnes qu'un soutien sincère apporte toujours la plus belle des récompenses. Vers 23 heures, la cérémonie s'est officiellement terminée. Donna a enfin fini de serrer la main des membres du conseil d'administration et de répondre aux questions des journalistes. Nous sommes sortis du palais des congrès par la sortie arrière et nous nous sommes approchés de ma voiture. J'ai ouvert la portière passager pour elle, j'ai attendu qu'elle s'installe. Puis je suis allé du côté conducteur. Dès que j'ai appuyé sur le bouton de démarrage, l'ordinateur de bord s'est allumé et s'est connecté à mon téléphone. L'écran central s'est immédiatement éclairé, affichant une série continue d'alertes numériques. L'écran indiquait exactement 49 appels manqués. Des dizaines de messages inondaient l'écran. Ils venaient tous de Scott, Karen et Madison. Le système affichait automatiquement les aperçus des SMS. J'ai regardé les mots paniqués défiler. Réponds au téléphone tout de suite, exigeait Scott dans un message. Tu dois m'expliquer ce qu'on vient de regarder, écrivait Karen dans un autre. J'ai réalisé qu'ils avaient regardé l'intégralité de la retransmission en direct depuis leur table coûteuse du Continental. Ils avaient vu les dirigeants de l'entreprise offrir à Donna le mode de vie exact qu'ils exigeaient de moi. Leurs messages sont rapidement passés du choc à l'hostilité pure.
J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton du volume pour couper les notifications. J'ai complètement ignoré leurs exigences furieuses. J'ai passé la première et suis sorti du parking. Ma priorité absolue était de conduire Donna dans un environnement sûr et calme. Je ne voulais pas qu'elle soit mêlée au chaos inévitable de ma famille. J'ai navigué dans les rues du centre-ville de Nashville et je l'ai emmenée dans un hôtel de luxe à proximité. Je me suis garé près de l'entrée. Je suis sorti et j'ai aidé Donna à récupérer sa petite valise dans le coffre. Nous sommes entrés ensemble dans le hall de l'hôtel. J'ai géré les formalités d'enregistrement à la réception et je lui ai remis la clé de sa chambre. Repose-toi bien ce soir. Tu l'as amplement mérité. Lui ai-je dit fermement. Merci pour tout, Bailey. A répondu Donna en me serrant dans ses bras avant de se diriger vers les ascenseurs. Je suis retourné à ma voiture, je suis monté à bord et j'ai verrouillé les portes. J'ai vérifié l'horloge du tableau de bord. Il était presque minuit. Je me suis éloigné de l'hôtel et j'ai roulé vers mon propre appartement. Les rues étaient pratiquement désertes à cette heure-là. J'ai agrippé le volant, me préparant mentalement à la confrontation. Je savais que Scott, Karen et Madison ne s'en tiendraient pas à des SMS avant d'aller se coucher. Ils venaient de perdre le contrôle d'un actif financier massif et ils voulaient un coupable. Je suis arrivé à mon immeuble. Je me suis garé à ma place réservée et j'ai traversé le hall principal. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Les portes métalliques ont glissé et je suis monté. J'ai appuyé sur le bouton de mon étage. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à leur réaction. L'ascenseur s'est arrêté, le timbre a retenti et les portes se sont lentement ouvertes. Je suis sorti dans le couloir et je me suis arrêté net. Madison, Karen et Scott se tenaient directement devant la porte de mon appartement. Ils bloquaient complètement mon entrée. Ils ignoraient l'heure tardive et le risque de réveiller mes voisins. Madison portait encore sa robe de soirée coûteuse du restaurant. Elle croisait les bras bien forts sur sa poitrine. Son visage était déformé par une jalousie et une rage extrême. Scott faisait les 100 pas sur la moquette. Karen m'a foudroyé du regard dès que je suis sorti de l'ascenseur. Ils avaient l'air complètement hostiles, prêts à lancer une attaque au milieu du couloir silencieux. « Où étais-tu ? Nous t'avons appelé 50 fois. » a crié Karen en faisant un pas vers moi. J'étais occupé à raccompagner mon invité à son hôtel. Ai-je répondu d'un ton totalement neutre. Tu nous as humiliés. Tu as donné une maison de maître à une bibliothécaire à la retraite. S'est écrié Madison en me pointant du doigt. Je n'ai pas bronché. Je suis resté ferme dans le couloir. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai sorti mes clés d'appartement. J'ai regardé directement dans les yeux furieux de Madison. J'ai observé le désespoir pur qui émanait de mes parents. Ils avaient quitté leur dîner haut de gamme et s'étaient précipités chez moi juste pour se battre. Pour un bien qu'ils n'avaient jamais mérité. J'ai serré mes clés très fort, m'avançant pour établir la limite ultime et définitive avec les gens qui m'avaient traité de honte. Je m'arrêtais à quelques centimètres de la porte verrouillée. Madison s'est interposée, bloquant physiquement la serrure. Elle n'a pas demandé d'explication sur la retransmission. Elle n'a pas baissé la voix par respect pour mes voisins. Elle a aboyé un ordre direct au milieu du couloir. Tu dois appeler l'entreprise et exiger qu'il change le destinataire immédiatement. Cet actif doit appartenir à cette famille, a hurlé Madison. Je n'ai pas reculé. J'ai tendu le bras. J'ai poussé légèrement son épaule sur le côté et j'ai inséré ma clé dans le peigne dormant. Je n'ai pas regardé son maquillage gâché ni sa mâchoire crispée. J'ai tourné la clé jusqu'à entendre le déclic. J'ai poussé la porte de quelques centimètres. J'ai ancré mes pieds sur le seuil, bloquant complètement l'entrée avec mon corps pour que personne ne puisse se frayer un chemin à l'intérieur. Le contrat du trust est scellé. Les avocats de l'entreprise l'ont confirmé et personne n'a le droit de le modifier, ai-je répondu calmement. Scott a entendu la décision irrévocable dans ma voix.
Il a compris la réalité juridique de ma déclaration. Il a réalisé que la propriété de vacances de luxe et les abonnements de golf exclusifs étaient définitivement hors de sa portée. Il a serré le poing droit très fort. Il a armé son bras et a frappé le mur du couloir de toutes ses forces. L'impact a produit un bruit sourd et creux qui a résonné dans tout le couloir. Il a juré fort, m'a tourné le dos et a fait quelques pas en arrière. Complètement vaincue par les règles rigides de l'entreprise, Karen a vu Scott abandonner. Elle a immédiatement changé de stratégie tactique. L'hostilité a complètement disparu de son visage. Elle a forcé des larmes dans ses yeux en l'espace de quelques secondes. Elle s'est avancée et a attrapé mon avant-bras gauche très fort. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes dans l'espace silencieux. Elle a supplié pour obtenir ma sympathie. Elle m'a rappelé sans cesse notre lien biologique. Elle a prétendu qu'il m'avait élevé, logé. Et qu'il méritait donc un pourcentage massif de mon succès récent. Elle a affirmé qu'une vraie famille devait toujours partager les récompenses financières. Peu importe les désaccords passés. J'ai regardé ses mains qui agrippaient ma manche. Je ne ressentais aucune culpabilité ni aucune obligation. J'ai retiré mon bras d'un coup sec, brisant sa prise sur moi. Madison a vu que Karen n'arrivait pas à me manipuler. Elle a instantanément changé de stratégie elle aussi. Les cris agressifs se sont arrêtés. Elle s'est mise à sangloter bruyamment, se couvrant le visage de ses deux mains. Elle s'est glissée sans effort dans le rôle de la victime impuissante. Elle m'a rejeté la faute entière de leur misère actuelle. Elle m'a accusé d'avoir délibérément caché les informations sur le trust d'entreprise juste pour leur tendre un piège. Elle a affirmé que j'avais orchestré toute la diffusion télévisée en direct spécifiquement pour l'humilier devant ses amis de la haute société. Elle a pleuré en disant que mon silence intentionnel avait gâché son dîner coûteux au Continental et détruit sa réputation publique. Elle a exigé des excuses de ma part pour lui avoir causé une détresse émotionnelle extrême. Je suis resté sur le pas de la porte et j'ai regardé leurs performances coordonnées. J'ai écouté leur rejet de responsabilité, leurs fausses larmes et leurs appels désespérés à l'argent. J'ai reconnu exactement les mêmes tactiques de manipulation qu'ils avaient utilisées contre moi au cours des 5 dernières années. J'ai décidé de mettre fin à ce cercle vicieux définitivement, là, dans ce couloir. Je les ai regardés tous les trois. J'ai parlé clairement pour m'assurer qu'ils entendaient chaque mot. J'ai déclaré que j'acceptais leurs excuses soudaines strictly pour ma propre paix mentale. J'ai précisé que mon acceptation ne signifiait ni pardon ni réconciliation future. J'ai établi ma limite ultime. Je les ai informés que je coupais tout soutien financier pour toujours. Je leur ai ordonné de ne plus jamais me demander un seul dollar, un prêt bancaire ou un service. Je leur ai dit que leur accès à ma vie et à mes ressources était définitivement révoqué avec effet immédiat. J'ai fait un pas en arrière dans mon appartement sombre. J'ai attrapé la poignée intérieure de la porte en bois. Je n'ai pas attendu que Scott se retourne. Je n'ai pas attendu que Karen arrête de pleurer. Je n'ai pas attendu que Madison finisse ses plaintes ridicules. J'ai tiré la lourde porte avec force. Je la leur ai claquée au nez. Le bruit violent a fait taire leur voix instantanément. J'ai tourné le pêne dormant 2 fois, sécurisant la barrière physique entre nous. Je suis resté dans mon entrée silencieuse et j'ai écouté leurs pas étouffés s'éloigner enfin vers l'ascenseur. 4 mois après cette nuit explosive, la structure de ma famille a complètement changé. Les conséquences réelles de leurs habitudes financières les ont enfin rattrapées. Madison a rapidement plafonné ses nombreuses cartes de crédit. Elle a continué à essayer de maintenir son image publique de richesse, en achetant des vêtements de marque et en assistant à des événements sociaux coûteux. Cependant, elle n'avait plus mon salaire mensuel versé sur son compte pour couvrir ses dépenses extravagantes. Elle a essayé de demander de nouvelles lignes de crédit. Mais les banques ont rejeté ses demandes immédiatement. Les prêteurs lui ont envoyé plusieurs lettres d'avertissement concernant son prêt automobile à taux élevé. Elle a ignoré les avis. Mardi dernier, une équipe de saisie est arrivée à son complexe d'appartements en centre-ville.
Ils ont accroché sa voiture de sport neuve à une dépanneuse et l'ont saisie en plein jour. Son cercle social d'élite a été témoin de tout cet événement humiliant. Elle a perdu son faux statut instantanément. Scott et Karen ont immédiatement paniqué et ont essayé de la sauver de la faillite. Ils ne pouvaient pas m'appeler pour avoir de l'argent. Ils savaient que j'appellerais la police et déposerais une plainte pour violation de domicile s'ils se présentaient à nouveau devant ma porte. Ils ont tenté de passer par des membres de la famille élargie pour me transmettre des messages. Mais j'ai bloqué ces numéros également. Ils ont été forcés de liquider leurs derniers biens. Ils ont vendu leurs actions de retraite. Ils ont vidé leur compte d'épargne de secours juste pour payer les dettes impayées et les pénalités de carte de crédit de Madison. Ils ont même dû souscrire une deuxième hypothèque sur leur maison de banlieue. Ils vivent actuellement dans un stress financier constant et une amertume extrême. Ils observent mon succès de loin. Complètement paralysés par la limite stricte que j'ai établie dans ce couloir. Ils ont fait leur choix et maintenant ils en paient le prix fort. Donna a connu une trajectoire totalement différente. Elle a officiellement déménagé dans la propriété de vacances de luxe appartenant au trust du patrimoine des employés. Elle a fait ses valises, a quitté son modeste appartement et s'est installée dans la spacieuse maison au bord du lac. Le trust d'entreprise paye toutes les taxes foncières et les frais d'entretien. Elle passe ses matinées à lire des livres sur la grande terrasse en bois qui donne sur l'eau. Elle utilise son abonnement à vie pour jouer au golf au country club tous les week-ends. Elle a également réservé récemment son voyage en Europe en première classe entièrement financé. Elle profite d'une retraite paisible, respectée et confortable. Elle m'invite régulièrement à dîner, créant l'environnement familial calme et chaleureux que j'ai toujours voulu mais que je n'avais jamais eu. Ma vie professionnelle a également progressé de manière significative au cours de ces 4 mois. Le conseil d'administration a examiné les données finales de mise en œuvre de mon algorithme d'intelligence artificielle. Ils ont reconnu l'augmentation massive des revenus qu'il a générés pour l'entreprise à l'échelle mondiale. Le conseil d'administration a tenu une réunion spéciale et m'a officiellement promu au poste de directrice des systèmes d'IA. J'ai déménagé dans un bureau d'angle beaucoup plus grand au dernier étage du siège social. Je dirige désormais une équipe dédiée de 50 ingénieurs logiciels. Le jour où l'entreprise a annoncé ma promotion, mon téléphone a vibré sur mon nouveau bureau. J'ai déverrouillé l'écran et lu un court message texte de Harper. Elle a simplement écrit « Tu as mérité chaque parcelle de tout ceci ». Elle avait absolument raison. En repensant à toute cette situation, j'ai réalisé plusieurs leçons inestimables. La valeur fondamentale d'un être humain n'est jamais déterminée par le rejet, le favoritisme ou le jugement sévère de sa famille biologique. Votre véritable valeur est entièrement créée par vos propres capacités, votre résilience et votre travail acharné et constant. Établir une limite personnelle rigide et incassable n'est pas un acte de cruauté. C'est le seul moyen pratique de protéger votre santé mentale et les fruits de votre travail face à des personnes toxiques. Enfin, une vraie famille ne se définit pas par un ADN partagé. La vraie famille appartient aux personnes qui choisissent activement de se tenir à vos côtés pendant vos moments les plus sombres et les plus épuisants. Et non aux opportunistes qui apparaissent soudainement lorsque vous atteignez enfin le succès. Merci d'avoir suivi et écouté mon histoire jusqu'à la toute fin. J'apprécie sincèrement votre temps et votre compagnie tout au long de ce voyage. Si vous êtes actuellement confronté à une lourde pression liée à un favoritisme flagrant ou à de la toxicité au sein de votre propre famille, n'hésitez pas à partager vos expériences personnelles dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour soutenir ma chaîne et rester à l'affût d'autres histoires.